Bonjour à tous et à toutes. Avez-vous déjà entendu parler de la relatocratie et de la méritocratie? Aujourd'hui, le docteur Sarnor va vous expliquer la vision de l'indicamétrie sur certains modèles politiques et donner le modèle idéaliste politique de l'indicamétrie. Alors suivez-nous jusqu'à la fin de la vidéo. La méritocratie et la relatocratie sont deux systèmes opposés qui dictent qui accède au poste de responsabilité, qui dirige et qui est mis de côté. En Afrique et ailleurs, la relatocratie semble dominer, mais à quel prix? Aujourd'hui, nous allons explorer ces concepts à travers le prisme de l'indicamétrie, qui affirme qu'il faut mettre l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, quand il faut et où il faut, pour obtenir le résultat qu'il faut. La relatocratie, c'est l'art de favoriser des personnes sur la base de relations personnelles ou familiales, plutôt que sur leurs compétences. Elle est le terreau du favoritisme, du clientélisme et souvent de la corruption. Conséquence, des incompétents à des postes clés, incapables de répondre aux enjeux. Des talents laissés de côté, condamnés au chômage ou à l'exil. Un ralentissement du développement, car les décisions sont prises en fonction des intérêts privés et non du bien commun. En indicamétrie, la relatocratie est la mère de la médiocratie et de l'injustice. Dans un monde idéal, la méritocratie serait la norme. Les postes seraient attribués selon la compétence et l'effort. Mais en réalité, la méritocratie elle-même est parfois mal appliquée. Pourquoi? Avoir un diplôme ou de l'expérience ne suffit pas. Certains même diraient que la méritocratie n'existe pas. Reprenons quelques-uns des propos de Salomé Saké, journaliste. Le mot méritocratie vient du latin meo le mérite et kratos l'état le pouvoir. La méritocratie établit donc un lien direct entre mérite et pouvoir. On pourrait dire que c'est d'accéder au pouvoir par le mérite. Prenons l'exemple de deux petites souris qui tombent dans un seau plein de crème. La première souris abandonne très vite la lutte et se noie. La deuxième souris ne renonce pas, elle se débat autant qu'elle peut et finit par transformer la crème en beurre et elle sort du seau. Le résultat à l'issue d'un combat de vie ou de mort. La méritocratie telle qu'on l'entend serait une telle lutte. Aujourd'hui, c'est un idéal d'organisation sociale qui tend à promouvoir les individus en fonction de leur mérite. C'est-à-dire de leur aptitude, de leurs compétences et de leurs efforts dans le travail. Bref, l'idée c'est qu'on obtient une réussite sociale dans une société donnée, parce qu'on l'a mérité selon le mode de fonctionnement de cette société, et donc qu'on est dans une méritocratie. Cette notion de mérite a pris de la place pendant la Révolution française, en opposition à la noblesse d'État, au système monarchique, ouvertement basé sur l'héritage familial. Voltaire écrit d'ailleurs en 1770 « L'esprit de l'homme ne peut imaginer un meilleur gouvernement que celui où tous les pouvoirs sont entre les mains d'une bureaucratie dont les membres ont été admis après de très difficiles examens, donc par compétence. Il affirme que cela récompense la vertu et encourage le mérite. » Il met en avant une notion de sélection par la compétence et la vertu, c'est-à-dire la capacité qui préexiste aux Lumières et qui naît en réalité avec les prémices de l'État, comme l'explique Annabelle. Alouche-Richelieu parle déjà de la nécessité de choisir ses élites politico-administratives sur la base des capacités et sur la base d'un concours. Il annonce ainsi la notion de compétence et de capacité. Mais de quelle capacité s'agit-il? Ce penseur mentionne bien la nécessité de choisir ses élites politico-administratives sur la base des capacités, donc des énergies capacitaires, et les concours, c'est-à-dire les compétences. Ce principe de justice fondé sur le mérite est né en fait de la construction des États modernes qui prônent l'efficacité et l'efficience pour une gestion optimale des ressources. États modernes qui, pour se développer, nécessitent en fait de sélectionner ou de choisir ses fonctionnaires sur la base des capacités et des compétences, et non seulement sur les origines. Bref, si on simplifie carrément l'idée, c'est qu'on ne crée pas un État efficace seulement avec des gens qui ont hérité du rang de leurs parents politiciens. Comme des considérations telles que « tel était à ce poste alors en allant à la retraite, il fait venir sa fille ou son fils pour le remplacer ». Oui, cela existe encore dans nos administrations. Le parent sortant qui se fait remplacer a certainement mérité. Mais ce mérite justifie celui de son remplaçant venu par relatocratie. Ce qui va être nouveau dans la méritocratie, avec les Lumières nouvelles, c'est qu'on introduit la notion de justice dans le mérite. Aujourd'hui, on ne récompense pas les citoyens au mérite simplement parce que c'est plus pratique, mais aussi parce que c'est plus juste. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rédigé le 26 août 1789, place le mérite au cœur de l'organisation sociale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités, et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent.
Dans la foulée, en 1794, se créent plusieurs grandes écoles, comme le Conservatoire national des arts et métiers, l'école normale ou l'école polytechnique, pour le recrutement par concours sur la base des mérites individuels afin d'être conforme à l'idéal républicain. C'est ça, la base de tous les discours qu'on nous sorte aujourd'hui comme l'idéal. Mais il ne faut pas oublier, dans ces textes de base, nous retrouvons de manière récurrente la notion de capacité. De quelle capacité s'agit-il? Comment en tenons-nous compte dans ces recrutements? Il est fondamental de connaître sa genèse pour comprendre à quel point notre subconscient et notre système cognitif en sont imprégnés. Parce que l'école en France est au fondement de l'éducation en Afrique. Les discours des ministres de l'Éducation nationale en sont d'ailleurs régulièrement empreints. C'est ce fameux rôle d'école républicaine méritocratique que met par exemple en avant les ministres de l'Éducation en Afrique, qui est un pur produit de la méritocratie républicaine. Beaucoup de corps de métier sont accessibles par le concours, et le recrutement, où la méritocratie reste handicapée. Cet unijambiste s'explique par le fait que seul le critère de compétence est appliqué. La norme serait le critère du complexe de capacité-compétence pour faire du pays une méritocratie. D'ailleurs, c'est la seule méthode et la seule manière d'assurer la méritocratie où pauvres et riches peuvent accéder aux postes convenables à leurs capacités et compétences. C'est à ce moment que l'égalité, pilier de la méritocratie, des chances devient officiellement l'un des principes fondateurs de l'école républicaine, où tous les enfants se voient proposer les mêmes opportunités quelles que soient leurs origines sociales. Selon le sociologue Paul Pascali, dans son livre Héritocratie, si cette idéologie méritocratique est puissante, elle ne se traduit pas dans la réalité. Pour l'indicamétrie, la capacité à appliquer efficacement ses compétences est et reste essentielle. En indicamétrie, la véritable méritocratie repose sur les énergies capacitaires. À compétences égales, ce sont les capacités de leadership, d'analyse et de prise de décision qui font la différence. Section. Partie 3. Politique, relatocratie et conséquences. En politique, la relatocratie est reine. Les politiciens véreux, loin d'être des leaders intègres, utilisent leur influence pour s'enrichir et consolider leur pouvoir. On observe le favoritisme, les amis et la famille placés au poste stratégique, la corruption, détournement de fonds publics, pots de vin, le déclin des institutions, une gestion défaillante qui ruine les nations. Résultat, une perte de confiance, un développement étouffé et une jeunesse condamnée à l'exil ou à la résignation. Section, partie 4, sortir du cercle vicieux. Comment inverser la tendance? Imposer des critères objectifs de recrutement dans l'administration et les entreprises. Former les jeunes à développer leurs capacités et compétences pour être indéboulonnables. Sensibiliser à l'importance de la méritocratie sur la base des énergies capacitaires. Tenir les dirigeants responsables, exiger de la transparence. L'Afrique et l'Europe doivent s'attaquer à ce problème pour favoriser un développement juste et durable. Section. Conclusion. La relatocratie n'est pas une fatalité. La véritable méritocratie, fondée sur les énergies capacitaires, peut changer les choses. Si nous voulons des nations fortes, il est temps de placer les bonnes personnes aux bonnes places. Qu'en pensez-vous? Partagez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant.